L'introduction et ce soutien technique. Donc, ça nous fait bien plaisir, Émile et moi, de vous partager les fruits d'un travail collectif. On va vous parler de tout ce beau monde-là qui était avec nous aussi. Puis, en fait, en réfléchissant à la conférence d'aujourd'hui, en analysant donc les témoignages qu'on a eus, on a vraiment repéré le soutien comme un dénominateur commun. Donc, ça nous a donné le goût de présenter cette conférence-là vraiment sur cet angle du soutien, donc qui va être perceptible, observable à travers évidemment les résultats, mais aussi dans notre discussion par après. Donc, voilà. Alors, Mélanie, si tu veux changer de diapo. Donc, je ne vous apprends rien là, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs visages connus, on vous voit régulièrement, vous connaissez très bien les résultats de recherche, mais quand même, comme introduction, rappeler qu'il y a plusieurs recherches, en fait, hein, qui documentent de manière évidente le faible taux de signalement là, des situations là, de violence sexuelle aux institutions. Ça a été les résultats des CIMU, les résultats de pièces au niveau collégial, Statistique Canada aussi là, sur le plan canadien. Donc, on sait que c'est environ entre 5 et 10 seulement des situations là, qui sont signalées aux établissements. Et donc, les signalements aux institutions reflètent qu'une infime proportion, en fait, des nombreuses expériences de violence sexuelle qui sont vécues autant par la population étudiante, les employés et les enseignants. Rappelons ici que quand on dit, nous, le terme signalement, ça l'inclut, mais ça ne se limite pas à la plainte non plus. Donc, tout au long là, de notre présentation, vous voyez que le signalement, c'est d'informer une personne, une instance de l'institution, de communiquer ce qui est arrivé à une instance ou une personne sans avoir porté plainte officielle ou en tout cas une plainte à l'établissement. Et on sait aussi que cet enjeu de sous-signalement est encore plus observable chez la population étudiante. Ça, on l'a peut-être moins mis en évidence dans les travaux, dans les diffusions antérieures. Donc, autant dans les CIMU que dans la pièce, quand on compare les groupes, les étudiants et étudiantes sont moins nombreuses et nombreux à signaler que, par exemple, les enseignants. Donc, les différences sont significatives. Donc, même si c'est pas on ne va pas nécessairement creuser ça aujourd'hui, je tenais quand même à le rappeler là, dans le cadre de notre présentation. Donc, on vous a largement parlé de CIMU et de pièces. Donc, pièces et SIMU ont vraiment permis de documenter des motifs qui expliquent le sous-signalement. Et ces motifs sont éclairants là, parce que selon la nature, ils peuvent d'abord refléter des enjeux de banalisation de certaines formes de violence. Il y en a des personnes qui n'ont pas signalé. Le principal motif évoqué, c'est la croyance que la situation n'était pas assez grave ou ne pas avoir considéré la situation là, comme du harcèlement ou de la violence sexuelle. Les motifs sont aussi éclairants parce qu'on voit des enjeux de confiance des personnes victimes envers leur établissement. Dans la pièce SIMU, on voit qu'il y avait des motifs qui étaient la crainte que les personnes de l'établissement ne prennent pas la situation au sérieux ou encore la crainte que la plainte ne soit pas traitée de manière confidentielle. Donc, on voit qu'il émerge des motifs là, reliés à la confiance envers l'institution. Et aussi des motifs qui peuvent révéler des enjeux de communication ou de promotion même des services spécialisés là, en matière de violence sexuelle là, dans vos établissements, dans les établissements. Des motifs comme je ne savais pas à qui m'adresser à l'établissement ou je croyais que je n'avais pas suffisamment de preuves pour signaler à l'institution, donc ou que l'institution pourrait intervenir. Donc, on a bien documenté, je pense, les motifs, puis on va continuer à le faire dans les prochaines années. D'un autre morceau du puzzle, c'est les récits des personnes victimes dans SIMU. Vous savez, on avait eu plus de 2000 récits, donc les récits sont nombreux, ils étaient très diversifiés, étaient très éclairants pour comprendre les motifs aussi de non-signalement, mais c'était des données qui étaient collectées avant la mise en œuvre des politiques.
Donc, ça ne reflétait pas tous les services, tous les efforts, toutes les ressources qui ont été déployées depuis ce temps. Certains récits étaient très courts, voire incomplets, donc, parce que c'est dans le questionnaire, on demandait aux gens d'expliciter de décrire en fait la situation de violence qu'il ou qu'elle avait vécue. Donc, des fois, c'était 2 lignes, quelques mots, ou des fois c'était plus long, mais en tout cas pour la majorité, c'était plutôt court. Donc, ça ne permettait pas d'aller en profondeur sur le parcours de signalement, sur la manière dont les personnes avaient vécu leur dévoilement, leur signalement à l'institution. Donc, on avait donc besoin d'écouter ou d'entendre des récits des personnes victimes pour mieux comprendre les trajectoires de signalement faits aux institutions depuis septembre 2019, donc depuis l'adoption et la mise en œuvre là, des politiques. C'est donc ce qu'on a fait dans le cadre d'un projet mené à la chaire. Timing parfait, Mélanie. Donc, ce qui nous amène, ce que nous, on appelle le projet CRSH, parce que nos titres sont toujours trop longs. Alors, sans aller trop dans le détail, juste situer le projet CRSH, là, qui se nomme, son nom au complet, c'est Violences sexuelles dans les milieux d'enseignement, enjeux actuels pour la prévention, la pratique et la recherche, donc, a été financé, là, c'est ça, par le projet, par le CRSH. Donc, le projet comporte 3 volets. Le premier volet était justement à partir des 2000 récits de SIMU de mieux comprendre des enjeux. Donc, on a fait plusieurs analyses sur justement les motifs de non-signalement. On a aussi analysé ça sur les contraintes par rapport au consentement sexuel, dont des situations qui impliquent un rapport de pouvoir ou d'autorité. Ça, c'était un premier volet. Si je saute au 3e volet, le 3e volet était de développer 2 mesures, 2 instruments, 2 outils, 2 inventaires. Là. Il s'apporte plusieurs noms. Donc, un premier inventaire sur les motifs de signalement et un second sur les motifs de non-signalement. Donc, ça, c'est 2 outils qui vont servir autant pour des projets de recherche que dans l'intervention clinique pour des intervenantes. Donc, pour ce volet-là, je dirais que la diffusion des résultats s'en vient. Donc, le premier volet était avec Issane Fetti, donc une étudiante co-responsable du premier volet. Pour le volet 3, c'est Catherine Mick-Bouchard, là, qui est l'étudiante co-responsable. Et ce qui nous amène donc au volet 2, qui consistait à approfondir notre compréhension des trajectoires de signalement depuis 2019. Évidemment, c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Alors, Mélanie, tu peux changer. Parfait. Donc, dans l'ensemble du projet CRSH, il y avait beaucoup de monde. Donc, il y a beaucoup de monde. Il y a 12 chercheurs affiliés à 8 universités au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Et il y avait 6 organismes communautaires aussi là, qui étaient impliqués. Et donc, à l'écran, vous retrouvez le nom des personnes et des partenaires qui ont été directement impliqués dans les travaux du volet 2. Donc, on a eu un comité en place là, depuis 2019. Donc, je tiens donc à dire que les résultats qui sont présentés aujourd'hui sont le fruit de cette collaboration-là depuis 2019. J'ai vu des visages et je vous remercie, je les remercie d'ailleurs. Donc, si maintenant on s'en va directement sur le volet 2, c'est ce qu'on va vous parler aujourd'hui. Le volet 2, dans le fond, de façon plus spécifique, on a voulu documenter la variabilité des trajectoires des personnes victimes de violences sexuelles suite au signalement dans leur institution et aussi vérifier ou documenter l'adéquation entre les réponses institutionnelles et le besoin de soutien des personnes victimes. Donc, plus particulièrement dans la présentation d'aujourd'hui, on a 2 intentions. La première étant de présenter les éléments facilitants et les obstacles qui ont pu être rencontrés dans le parcours de signalement à l'institution de ces personnes qu'on a rencontrées, et aussi illustrer comment la notion de soutien est vraiment un élément transversal à envisager là, comme un dénominateur commun. Vous allez voir qu'on le retrouve dans les multiples étapes du parcours. Donc, on y reviendra plus spécifiquement aussi dans la discussion.
Donc, avant de laisser la parole à Émile, donc, quelques éléments méthodologiques là, sur notre collecte de données. D'abord, ce fut des entrevues individuelles auprès de personnes qui avaient vécu une situation de violence. Au niveau du recrutement, ça a été fait par un appel à participation là, dans les réseaux sociaux, mais il a été diffusé aussi là, par les co-chercheurs qui étaient impliqués dans le projet. Donc, ça visait l'ensemble des universités québécoises, une université du Nouveau-Brunswick et une université en Ontario. Un élément important, c'est au niveau des critères d'inclusion. Pour nous, c'était assez précis, vous allez voir. Donc, d'abord, évidemment, les personnes devaient avoir subi des gestes de violence sexuelle dans le contexte universitaire, donc par une personne affiliée à la même institution. Les personnes devaient avoir signalé la situation à une personne ou à une instance de l'institution depuis septembre 2019, parce qu'on sait que la mise en œuvre dans les universités s'est faite à différents moments. Ça peut être avant dans certaines universités, mais au niveau de la loi, il y avait comme ce moment-là qui était plus précis. Fait qu'on voulait vraiment s'assurer que les politiques au niveau du Québec étaient vraiment implantées. Donc, elle devait avoir signalé à l'instance depuis septembre 2019. Et il fallait que ce soit une personne ou une instance qui était susceptible d'intervenir. Donc, pas seulement, dans le fond, de s'être confié à une amie qui est aussi étudiante à l'université. Donc, une personne susceptible, mais vous voyez, c'est précis, c'est flou en même temps. C'est une de nos limites, mais on va vous en parler plus tard. Donc, ça l'inclut, mais ça ne se limite pas au bureau d'intervention. Ça inclut, mais ça ne se limite pas non plus à des plaintes institutionnelles. Donc, ça peut être des personnes, vous allez voir, on a des exemples, des personnes qui peuvent avoir signalé ou avoir communiqué l'information à une direction de programme sans que ça se soit rendu au bureau d'intervention. Vous voyez comme toutes les possibilités, mais ce qui est important de retenir, c'est que c'était une personne ou une instance qui était susceptible d'intervenir dans la situation. On n'avait aucune restriction pour le statut à l'université. Donc, on a des personnes étudiantes, des personnes employées, des personnes enseignantes, des personnes qui ont un double ou un triple statut aussi. Puis, il n'y avait aucune exclusion sur le moment de l'événement. L'événement ne devait pas avoir eu lieu là, après septembre 2019, donc ça, il n'y avait pas de problème. Donc, au niveau des entrevues, donc on a vraiment regardé avec les personnes plusieurs thématiques, notamment ce qu'elles avaient vécu, l'événement ou les événements comme tels. On a regardé avec elles à qui elles avaient signalé, c'était quoi les étapes, les procédures, s'il y avait eu des plaintes, s'il y a eu des accommodements, tout ça. Donc, on documentait tout ce déroulement-là, je dirais. On avait aussi des questions sur les éléments facilitants et les obstacles dans le parcours de signalement à l'institution. Donc, c'est ce dont on va vous parler plus particulièrement aujourd'hui. On avait des questions aussi. On avait une question sur les impacts du COVID. Donc, on est malheureusement rentré en même temps. Donc, on s'est dit, bien, on va regarder ce que ça peut aussi avoir comme impact chez les personnes qui avaient à signaler à l'institution. Donc, et à la suite des entrevues, donc les personnes répondaient à un co-questionnaire pour des informations socio-démo qui va nous permettre de vous présenter quelques éléments justement du profil socio-démographique. Donc, voilà, c'est les éléments que je voulais placer. Je passe la parole à Émile qui va vraiment plonger dans le cadre des résultats. Oui, merci Manon pour l'introduction. Bonjour à tout le monde. Alors moi, je vais rentrer dans le vif du sujet en vous présentant d'abord le profil de l'échantillon. Donc, notre échantillon total pour la recherche, il est composé de 27 personnes provenant de 9 établissements d'enseignement supérieur différents. Donc ça, c'est l'échantillon global et c'est l'échantillon dont je vous présente le profil là avec les pourcentages et les répartitions. Cependant, comme je vais vous l'expliquer un peu plus tard, les résultats qu'on va présenter par rapport aux éléments facilitants et aux obstacles sont sur un corpus de 22 entretiens. Mais ça, je vous l'expliquerai par la suite. Donc, dans l'ensemble, sur le profil, sur l'échantillon de la recherche, on note une grande diversité, à la fois du point de vue sociodémographique, mais aussi
relativement aux situations de violence vécues. Donc, pour dresser un portrait rapide, on a 15% de l'échantillon qui sont des personnes issues de la diversité de genre, 47% de personnes appartenant à la diversité sexuelle, et on a aussi 4 tranches d'âge représentées qui vont de 18 à 55 ans, avec un peu plus de la moitié de l'échantillon de personnes qui ont entre 26 et 35 ans. Sur la prochaine diapo, donc, vous allez pouvoir voir qu'on a aussi une diversité des statuts des personnes victimes. Donc, c'est aussi ce qu'expliquait Manon. On n'a pas seulement des étudiants, étudiantes, on a aussi des employés, des cadres, des personnes chargées de cours, des personnes avec des doubles statuts, donc c'est-à-dire par exemple des personnes qui sont aux études mais qui sont aussi assistants de cours. Donc voilà, il y a vraiment plein de profils qui sont représentés. Pour ce qui est des formes et des types de violences qui nous ont été rapportés, on a 6 formes de violences distinctes. Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte ici, c'est que il y a certaines situations qui sont décrites qui se trouvent au croisement de plusieurs violences. Donc, c'est pour ça que si on additionne les pourcentages, c'est supérieur à 100%. Donc, on note en majorité du harcèlement, ce qu'on peut qualifier comme du harcèlement sexuel. Il y a ensuite ce qu'on nomme comme des comportements sexuels non désirés. Donc ça peut intégrer des comportements sexuels non désirés avec contact, comme une agression sexuelle, ou bien sans contact, telle qu'une exposition forcée à de la sexualité, par exemple. Ensuite vient donc du harcèlement sexiste, au même niveau que ce qu'on nomme des commentaires, remarques et insultes offensantes, qui vont être de l'ordre de commentaires sexistes ou alors LGBTQ-phobes. Là, on est vraiment sur, je vais donner un exemple en fait pour bien voir la différence avec le harcèlement sexiste. C'est par exemple le cas de propos déplacés ou bien misogynes par un professeur pendant un cours. C'est pas ciblé sur une personne, c'est vraiment un ensemble, mais ça a quand même heurté et ça a été une violence pour les personnes qui ont subi ces commentaires-là. On a ensuite du harcèlement psychologique avec de la manipulation. Il faut bien noter ici que toutes les personnes qui sont reportées dans cette case le sont également dans une autre. Donc là, c'est vraiment une catégorie au croisement d'autres types de violences avec un caractère sexuel. Personne n'a vécu, dans les personnes que nous avons interrogées, personne n'a vécu uniquement du harcèlement psychologique et de la manipulation, ce qui serait en dehors de notre cadre de recherche. Voilà. Ensuite, sur la... Non, ça, je ne l'ai pas mis sur la diapo, excusez-moi, mais on note en fait également différentes relations d'autorité qui sont présentes dans les récits. Il y a des situations où il n'y a pas de relation d'autorité, donc on est à niveau égal, que ce soit collègue de cohorte ou bien collègue professionnel. On peut noter des différences d'âge ou bien des différences de statut. Il y a aussi des relations de personnes qui évaluent ou qui embauchent la personne victime. Donc là, ça peut être direction, professeur, supérieur hiérarchique. Et on a aussi des cas où la personne agresseur est un inférieur, une personne avec un statut inférieur comparé à la personne victime. Donc là, on est sur le cas d'une étudiante qui encadre des élèves, des étudiants. Donc tout ça, ça nous montre qu'on retrouve vraiment une multiplicité de situations et de configurations d'effets de violence dans l'institution universitaire, ce qui laisse aussi présager, entrevoir ce qu'on va vous présenter, c'est-à-dire la diversité des parcours et des trajectoires de signalement. Donc pour enchaîner ensuite, je vais vous parler plus de ce que je vous ai cité tout à l'heure, donc l'échantillon à 27 puis à 22. Donc nous, on a vraiment analysé tous les entretiens, donc les 27 entretiens. Par contre, pendant l'analyse, on a noté que 5 d'entre eux, ils ne faisaient pas partie du corpus d'analyse qu'on présente aujourd'hui. Parce qu'en fait, même si les critères d'inclusion, ils étaient vérifiés avec chaque personne avant l'entrevue sur comment elle se présentait et la situation dont elle souhaitait parler, parfois il y a des précisions en fait qui sont apportées pendant les entrevues et où on se rend compte sur le moment que ça ne correspond pas vraiment à nos critères, que les critères ne sont pas répondus. Et dans ces cas-là, on a donc quand même les entretiens ont tout de même été poursuivis parce que les témoignages, ils sont bénéfiques à la compréhension des trajectoires de signalement au sein de l'institution universitaire et que ça apporte aussi différentes visions et différentes choses. Donc, dans le cadre
global du projet, on a bien les 27 entretiens qui sont pris en compte, avec toute leur importance et toute leur richesse. Cependant, pour cette analyse précise et cette présentation, on a un échantillon final de 22 personnes. Sur ce, je vais commencer à vous présenter donc les résultats. Donc pour les résultats présentés aujourd'hui, on va s'attarder sur ce que Manon nous a présenté, c'est-à-dire les éléments qui ont facilité le parcours de signalement ainsi que les obstacles. Donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments rapportés, donc on a extrait du discours des personnes qui ont été rencontrées. Donc, excusez-moi. Ce qu'on peut noter dans ces résultats-là, c'est qu'il y a une organisation et une distribution qui est commune à ces deux grandes catégories, c'est-à-dire les éléments facilitants qui ont facilité et les obstacles. Donc, il y a comme une organisation commune au sein du microcosme qu'on pourrait considérer qui est l'institution universitaire. Il y a donc des éléments qui sont propres à la personne victime et donc sur un versant individuel qu'on va considérer de l'ordre du micro. Viennent ensuite des éléments externes à l'institution qui font donc partie de l'environnement de la personne. On considère ça comme un niveau méso, c'est donc un entre-deux qui est aussi beaucoup axé sur le groupe, la communauté, voilà, l'environnement aussi social de la personne. Et enfin, des éléments qui sont vraiment propres à l'institution, donc structurels, organisationnels, les réponses apportées par les représentants de l'institution. Et là, on se situe vraiment à un niveau plutôt macro, donc on va du plus proche de l'individu et de la personne victime au plus éloigné et au plus organisé de manière institutionnelle. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur. Donc, on va commencer par les éléments qui ont facilité le parcours de signalement à l'institution. Donc, tout d'abord, il y a les éléments qui sont propres à la personne victime. Ici, on retrouve tout ce qui est relatif au fonctionnement de la personne, mais aussi à ses actions et ses ressources personnelles. Donc, comme par exemple, le travail psychologique personnel, qu'il soit antérieur ou bien concomitant au processus de signalement. Donc, il y a une personne qui nous dit « Je sais que ça m'a aidé, que j'étais en thérapie en même temps ». On retrouve également l'impact et l'influence des connaissances préalables de l'institution et des services. Donc là, pour les étudiants, ça peut notamment s'observer par exemple, la participation à une association étudiante. Une personne qui nous explique « J'ai déjà écrit des courriels de plainte ou parce que… » j'ai déjà écrit des courriels de plainte ou comme ça parce que je faisais partie d'une association. Donc là, on voit comment ça a aidé les personnes dans leur parcours. Toujours par rapport aux éléments propres de la personne victime, il y a des comportements de protection. Donc là, ça peut être se mettre à distance de l'agresseur ou bien garder des preuves sur les faits de violence, des choses qui vont aider pour la suite. Une personne nous dit « J'avais tout conservé parce que je me disais, on ne sait jamais un jour. Et j'étais contente ce jour-là d'avoir tout gardé. » Enfin, un autre élément, ça va être tout ce qui tourne autour de la personnalité, la formation ou bien la spiritualité de la personne. Ça peut être en lien avec les connaissances de la personne victime sur la psychologie, sur les violences sexuelles, sur tout ça, ou bien aussi ses valeurs. Une personne nous dit « Mes propres connaissances en violence, ma personnalité un peu résistante, pas résistante comme au stress, mais plus comme combative. » Donc là, on est vraiment sur ce que les personnes trouvent à l'intérieur d'elles-mêmes pour avancer dans ce parcours de signalement. Ensuite, sur la diapo suivante, on va trouver les éléments propres au tissu communautaire. Donc là, on s'éloigne un petit peu de la personne victime. Tous ces éléments, ils correspondent à des dimensions qui vont prendre vie au sein de l'université, mais qui ne seront en rien liées à celle-ci en tant qu'institution. On retrouve donc les relations de confiance et ou les figures féminines dans l'entourage universitaire. C'est-à-dire avoir une personne de confiance dans son entourage universitaire, qui est aussi un phénomène majoritairement facilité par le fait de se retrouver face à une personne qui est concernée par les violences sexistes et sexuelles, donc une personne qu'on identifie comme une femme. Une personne nous dit « Je me suis dit qu'elles vont me comprendre en tant que femme et je me suis sentie plus en confiance. Je me suis dit « Ce ne sont pas des hommes mes superviseurs, elles vont me comprendre. » Donc il y a vraiment ça qui rentre en jeu dans le discours des personnes et qui ressort. On trouve aussi le soutien de l'entourage universitaire. Ici, on voit l'importance de cet aspect-là dans la validation des faits de violence, mais aussi dans la sensation de ne pas se sentir isolé pendant le signalement.
Donc, l'entourage universitaire, il est ici à entendre à un sens très large. Donc, ça peut être les professeurs, les collègues, que ce soit de travail ou de cohorte, l'association étudiante, les amis. C'est vraiment toutes les personnes qui peuvent graviter au sein de l'université. Une personne nous explique le lien que j'avais déjà avec mes collègues, plus le lien que j'avais déjà avec cette prof féministe et tous les liens de solidarité. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui ont aidé la personne en question dans son processus. Ensuite, on trouve donc les éléments propres à l'environnement extra-institutionnel. Donc ici, c'est ce qui est externe à l'institution, mais qui fait partie intégrante de la personne, qui fait partie intégrante de l'environnement de la personne victime. Donc son environnement institutionnel qu'on vient de voir et son environnement extra-institutionnel. Ici, il y a donc les conditions qui sont externes au processus institutionnel. Donc, des facteurs qui ne sont pas en lien avec l'université en tant qu'institution, comme le personnel de l'enquête ou encore la présence d'un médecin de famille aidant, par exemple. Une personne nous dit « L'avocate a été super humaine, pleine d'empathie. J'avais pas l'impression qu'on ne me croyait pas, qu'on m'accusait ou qu'on voulait me remettre en question. » Donc voilà, c'est des éléments en dehors de l'institution. On trouve ensuite le dévoilement et le soutien de l'entourage proche. Donc là, on retrouve des éléments qui également rentrent en jeu dans la validation des faits de violence. Et au niveau universitaire, ça ressort que des fois, c'est important, les personnes font ressortir que ça peut être important de s'adresser à quelqu'un d'externe ou, à tout le moins, à une personne avec qui la relation s'étend au-delà du milieu universitaire, donc une amie très proche, par exemple. Une personne nous rapporte: «J'en ai parlé beaucoup avec des amis qui étaient dans le milieu universitaire, qui n'étaient pas, pardon, dans le milieu universitaire, justement. Ça me rassurait vraiment parce que j'avais l'impression de parler avec des gens complètement neutres». Donc c'est aussi les personnes parlent vraiment de cette notion de prendre de la distance avec le milieu universitaire, c'est aussi prendre de la distance avec la situation, en termes de validation des faits et en termes de soutien. On retrouve également les ressources externes qui sont à la fois humaines et matérielles, pouvant inclure une dimension féministe. Parmi les ressources nommées par les personnes interrogées, on retrouve des organismes tels que les CALAX, mais aussi l'accessibilité à des contenus féministes sur Internet et des témoignages de violence qui vont aider dans le processus de signalement. Une personne nous dit au CALAX, c'était une intervenante super sympathique. Elle a tout de suite répondu en validant comment je m'étais sentie. Ça a fait vraiment du bien. Elle a vraiment pris ça au sérieux. Donc, c'est aussi cette idée d'avoir soit des personnes, soit des contenus. Alors, pour des personnes, je dirais des personnes plus qui ont une sensibilité et des contenus aussi ciblés sur les vécus des personnes, donc les violences sexistes et sexuelles. Enfin, le dernier élément propre à l'environnement extra-institutionnel, on retrouve le soutien entre personnes victimes et une personne a nommé également le terme de survivante. Cet élément-là, ça englobe à la fois des personnes victimes du même agresseur, mais aussi on nous a rapporté par rapport à des groupes de soutien, par exemple, entre des femmes victimes de violences. Une personne nous dit: «Je savais maintenant qu'il y avait d'autres personnes qui étaient impliquées, je me sentais beaucoup moins seule. Si j'avais dû faire ce processus-là toute seule, ça aurait été encore plus douloureux». Donc là encore, une autre forme de soutien, mais avec des personnes encore heu, avec qui on peut encore plus se lier par rapport à l'histoire et au vécu. Et ensuite, le dernier élément, le dernier point des éléments facilitants, ce sont donc ceux qui sont propres à l'institution universitaire. Donc, à l'inverse du point précédent, on retrouve ici l'ensemble des éléments institutionnels, aussi bien en termes organisationnels, structurels, mais aussi l'accessibilité des services ou encore les réponses qui ont été faites par les représentants et représentantes de l'institution. Il y a donc l'accueil, l'écoute, la validation et le respect de la personne victime par les instances universitaires. Une personne explique: «Le fait qu'on a respecté mon rythme, donc tu sais, j'ai pu prendre des mois pour rédiger, pour passer l'étape de signalement à une plainte officielle. J'ai pu vraiment aller à mon rythme à moi». Ça, c'est vraiment la notion de temporalité et de respect de ça est beaucoup ressortie. On retrouve aussi le soutien par les ressources universitaires psychosociales.
Donc, ce soutien comprend ce qui est fait en termes d'accompagnement et de suivi, à la fois par les bureaux d'intervention des universités, mais aussi par les différents services de santé, que ce soit santé physique ou santé mentale. Une personne nous dit: on répondait très rapidement à mes questions ou à mes communications. Je pouvais appeler sans rendez-vous, ça m'a beaucoup aidé. Donc, une forme aussi de soutien et de disponibilité. On retrouve également donc les actions entreprises par les instances universitaires. Donc, les principales actions aidantes qui ont été rapportées, ce sont donc les interdits de contact et aussi la mise en place d'accommodements, principalement pour des étudiantes dans le fait de suivre leur parcours universitaire. On nous rapporte que je sais que j'étais contente qu'on me dise qu'il y avait une interdiction d'entrer en contact avec moi parce que c'est une grosse crainte. Ça me faisait comme un faux sentiment de protection, on va dire. Sur la diapo suivante, on voit également ensuite les services spécialisés qui sont facilement accessibles. Là, il nous est rapporté donc la rapidité de prise de contact et de prise de rendez-vous comme un facteur qui aide le processus. C'est surtout ressorti avec Internet et la dématérialisation. Personne nous rapporte, j'ai cherché sur Internet un truc comme agression sexuelle à mon université. Ça m'a amené à cette page-là. C'est vraiment clair, c'était juste de chercher ça sur Internet, facilement accessible. Donc de savoir vers qui se tourner, en tout cas, au moins en termes de ça. Donc voilà, c'est donc les éléments propres à l'institution qui clôturent autour des différents facteurs et éléments aidants. On va donc pouvoir passer maintenant aux obstacles. Donc pour ce qui est des obstacles dans le parcours de signalement, on va voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'organise de la même manière que les éléments aidants, donc du plus proche de la victime au plus éloigné. Donc on va commencer par les éléments propres à la personne victime. Ici, encore une fois, c'est ce qui est relatif au fonctionnement de la personne, à la fois comment elle a pu être un frein pour elle-même, que ce soit par l'intégration de concepts négatifs des victimes ou du vécu des violences sexistes et sexuelles, par exemple. Des personnes notent la difficulté de parler de la situation. Il faut noter que cette difficulté-là, à parler de la situation, elle n'est pas en lien avec la qualification de la violence, mais c'est vraiment cette idée que c'est compliqué de parler de violences sexistes et sexuelles dans un contexte universitaire. Une personne nous dit: je trouvais ça quand même assez difficile de parler de ça. Dans un contexte spécifiquement universitaire, une autre personne dit: c'est quelque chose qui a un aspect très, très intime et que j'étais pas que j'étais pas du tout à l'aise à dévoiler à des gens comme ça. Des gens comme ça, on entend donc des personnes du milieu universitaire. On retrouve aussi comme élément propre à la personne victime des doutes et des remises en question. Donc ces obstacles, ils sont mis en lien notamment avec un mécanisme interne de minimisation de la violence vécue ainsi qu'un sentiment d'imposteur. Une personne dit: ça introduit tellement de doutes chez moi, je me disais: ah bah c'est moi qui ai trop réagi. Toi-même, tu as tendance à te sentir impostrice et pas à prendre ça au sérieux, tout ce qui s'est passé. Donc il y a vraiment voilà, les doutes et la remise en question interne. Sans la séparer du doute et de la remise en question qui peut être influencée par l'externe, mais là, c'est vraiment des récits sur comment les personnes se sont analysées ou se sont comprises elles-mêmes. Et enfin, pour le dernier élément propre aux personnes, on a le ressenti émotionnel négatif. Donc là, c'est toutes les émotions que les personnes victimes ont rapportées, comme la crainte ou bien la honte, qui ont plusieurs fois été décrites comme un frein dans le processus de signalement. Donc une personne qui nous dit: la gêne, la honte, ça a été un obstacle aussi. Après avoir vu les éléments propres à la personne victime, on s'éloigne un petit peu pour les éléments de l'environnement de la personne victime. Donc ici, encore une fois, c'est ce qui est externe à l'organisation institutionnelle, tout en faisant partie intégrante de l'environnement universitaire et de l'environnement quotidien de la personne victime. Donc là, on relève notamment les comportements, des choses qui sont en lien avec les comportements et les actions de l'agresseur. Donc là, il s'agit de l'influence négative dans le parcours de signalement des comportements de l'agresseur. On retrouve une personne qui explique que c'était dur d'avoir des rendez-vous avec lui pour obtenir sa version du témoignage et tout. Je sais qu'il a nié certains trucs, fait que je pense que l'élément le plus négatif, c'est lui dans tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas sur lequel l'institution n'a pas de prise, mais qui vient vraiment teinter le parcours des personnes victimes.
On retrouve ensuite les conditions dues au Covid-19. Donc là, les discours rapportent des différents obstacles relatifs notamment à l'allongement des temporalités, mais aussi à la dématérialisation des échanges qui a pu être vécu comme un obstacle. Une personne dit dans les obstacles, un des gros, c'est la pandémie. Ça l'a beaucoup contribué à ralentir. Une autre personne explique que c'est difficile de dénoncer ça sur Zoom. Donc, il y a aussi, c'est une influence qu'on ne peut pas, qui est très contextuelle, mais qu'on ne peut pas passer sous silence compte tenu des témoignages qu'on a récoltés. Et enfin, il y a le milieu universitaire où la personne victime évolue. Donc là, c'est le milieu universitaire qui est à entendre comme l'ambiance ou bien le climat dans lequel se trouve la personne victime. Il y a des personnes qui ont notamment nommé la notion de préjugés favorables envers l'agresseur, ou encore l'existence de partis pris et d'amitié qui peuvent influencer en fait le parcours de signalement. Une personne nous dit, parmi les messages qui sont véhiculés dans cette formation-là, donc la formation à laquelle elle appartient, il y a vraiment l'aspect de on ne s'adaptera pas à toi, c'est à toi de te prendre en charge pour rentrer dans les exigences. Donc la personne explique comment cette ambiance-là et ce climat global sur sa formation l'a empêché aussi de parler et de passer à travers un parcours de signalement serein dans son vécu. On va passer ensuite donc aux réponses institutionnelles. Donc là, à l'inverse du point précédent, donc c'est vraiment les éléments propres à l'institution et notamment et spécifiquement en lien avec les réponses faites par les représentants et représentantes de l'institution. Donc il y a le fait de laisser les personnes victimes dans une situation de violence ou bien en position de vulnérabilité. Les personnes nous rapportent, il faut qu'il y ait le plus d'informations possible, mais sur le coup, c'était vraiment douloureux de vivre avec le désagrément de se faire harceler. Donc là, c'est l'idée de récolter des informations et de rester dans cette situation de harcèlement. Une autre personne dit, ça m'a obligée à me retrouver encore en position de vulnérabilité vis-à-vis de cette personne-là, sous-entendu l'agresseur, dans les différentes démarches entreprises. Il y a des personnes également qui nous rapportent ce qu'elles nomment comme, ce qu'elles entendent comme un manque d'initiative et de coopération des instances universitaires. Une personne nous dit, il ne savait pas quoi faire, c'était un peu moi qui tout le temps levais la main. Donc le fait de devoir aller chercher soit des informations, soit des accompagnements ou des aides précises. Ensuite, on a encore deux autres points pour les réponses institutionnelles, avec la minimisation et la non-validation des faits de violence. Une personne nous dit, c'est pas assez problématique. Il aurait fallu que je lui dise qu'il m'a mis la main sur le sein. Mais là, si c'était juste des paroles, c'était pas pris au sérieux. Notre personne témoigne et nous dit, la personne m'a dit, c'est du conflit. Moi, je suis comme non, de la violence conjugale, c'est pas du conflit. De la violence au travail, c'est pas du conflit. Donc voilà, il y a aussi comment le récit de violence est perçu et entendu. On retrouve enfin le soutien, l'accueil et l'accommodement par les instances spécialisées qui ont pu être vécus comme négatifs et comme un obstacle dans le parcours de signalement. Encore une fois là, par instance spécialisée, on entend les services de santé, que ce soit physique ou mental, les bureaux d'intervention des universités. Une personne dit, est-ce que ça vaut la peine de faire une plainte ou pas? Surtout avec l'accueil que j'ai reçu quand je suis allée consulter, ça m'a fait douter. L'accueil, ça a été un obstacle un peu amer. Donc là, voilà, c'était ce qui regroupait l'ensemble des témoignages sur les réponses institutionnelles. Et on passe maintenant aux éléments plus structurels de l'institution. Donc là, comme pour les éléments facilitants, on se focalise sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution, et plus particulièrement comment celle-ci elle va s'occuper, ou en tout cas gérer, les violences sexistes et sexuelles qui peuvent exister en son sein. Ici, on note notamment l'ampleur du dossier et la temporalité qui est associée, donc les dossiers de plainte ou même de signalement. Une personne dit, j'ai essayé de commencer un rapport de plainte, j'étais complètement assommée par la charge de travail que ça représentait. Retourner dans tous les petits événements, toutes les preuves, c'est ça, tous les courriels et tout. C'est ça qui a fait en sorte que je ne suis jamais allée de l'avant. Donc là, on voit vraiment comment ça a été un obstacle, pardon, non pas au signalement, mais vraiment à la plainte officielle, qu'on considère officielle. On note aussi dans les éléments structurels la précarité du fait d'être dans une position subordonnée à l'université. Une personne dit, ça me place dans une position de grande vulnérabilité
d'avoir à dévoiler ça à quelqu'un qui juge notre travail et qui fait qu'on conserve notre travail ou non au final. Une autre personne explique que l'intervenante m'a clairement fait comprendre que je n'avais pas de crédibilité. Et que c'est pour ça, à un moment donné, j'ai pas de crédibilité, j'ai pas de preuves, je peux rien faire. Et enfin, on retrouve les manières dont les politiques sont mises en place. Donc, cette mise en place, ça comprend principalement dans les discours les enjeux d'anonymat et de confidentialité, c'est-à-dire à double sens. Autant avoir des informations que parler de la situation. Donc là, il y a 3 extraits. Une première personne dit: «Présentement, dans le système, c'est seulement la victime qui peut porter plainte. Donc ça l'identifie automatiquement. C'est impossible. Non, non, on ne dira pas ton nom. Tu sais, il pourra m'identifier quand même. Il n'y a pas de réelle confidentialité dans ce mécanisme». Une autre personne témoigne et parle du et nous explique: «Le manque de transparence, c'est le plus gros obstacle dans le processus parce que peu importe si on se sent écouté. Je me suis sentie écoutée par le bureau d'intervention, mais je n'ai pas eu de suivi de ce qui a été fait». Donc là, on est sur de l'accès aux informations. Et enfin, le fait que durant l'enquête notamment, tout le processus de plainte, pour conserver l'intégrité du processus, ben, fallait pas que j'en parle. Donc cette notion de et rapportait aussi un fort sentiment d'isolement, du fait de ne pas pouvoir parler de la situation pour respecter le processus. Avec ces analyses et ces résultats qu'on vient de vous présenter, c'est que grâce aux 22 témoignages qui ont été récoltés, et qui ont décidé donc de signaler à une instance de l'établissement, on voit que les résultats, ils contribuent vraiment à une meilleure compréhension des besoins de soutien et d'accompagnement chez les personnes victimes, mais aussi que ça donne des pistes sur les actions à encourager dans les établissements d'enseignement ici supérieurs. Il faut noter qu'au début du projet, on avait visé vraiment un plus grand nombre d'entrevues avec un plus grand nombre de personnes, notamment un plus grand nombre de personnes qui ont porté une plainte formelle à l'institution pour faire un comparatif complet, des expériences, de la procédure et de tout ce qui est en lien avec la loi 22.1 et les politiques. Mais on s'est vite rendu compte que c'était un objectif, fort ambitieux et que, ben, c'est une réalité et c'est une petite proportion de personnes victimes qui déposent une plainte officielle à l'université et comme le signifiait Manon, on avait aussi, pas anticipé, une pandémie mondiale qui a aussi, un peu entravé le processus, de recrutement, en recherche, que ce soit la nôtre ou, toutes les recherches et ça, je pense que tout le monde le sait bien. Mais ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que les analyses de ces 22 entrevues, elles permettent quand même, de dégager des convergences et d'observer des choses, de manière transversale. Et il faut noter que, l'analyse des toutes dernières entrevues, ça a ajouté peu de nouvelles informations. Donc, dans notre échantillon de 22, on est arrivé quand même à une certaine forme de, saturation, des données et pas d'ajout de nouvelles situations ou de nouveaux facteurs. Donc, ce qui ressort vraiment, de tout ça, c'est la notion de soutien qui est à concevoir comme un dénominateur, pardon, commun. Les résultats, ils nous le montrent, c'est vraiment un facteur transversal qu'on retrouve dans l'ensemble des récits de parcours de signalement. Par ailleurs, le soutien, il se retrouve donc à la fois dans les éléments aidants, qui s'illustrent par des éléments qui viennent témoigner d'une aide et d'un accompagnement, mais il s'observe également dans les obstacles qui sont signifiés par les personnes, avec que ce soit un manque d'information, d'écoute, ou bien un manque d'action des personnes représentantes de l'institution universitaire. Je vais donc céder la parole à Manon qui va continuer à discuter avec vous autour de cette notion de soutien et qui va pouvoir conclure notre présentation. Merci beaucoup. Donc, effectivement, 4 derniers éléments à souligner qui seront en guise de conclusion. Le premier, c'est qu'on voit bien dans les résultats qu'on vous a présentés que le soutien correspond bien sûr à des attitudes aidantes là, qui relèvent du savoir-être, écouter, croire, valider, là. Sauf qu'on voit bien que le soutien ne peut pas juste se réduire à ça. Notamment dans le soutien, les personnes victimes ont besoin d'avoir accès à de l'information qui est juste, qui est exacte, qui est complète, soit sur les politiques, sur les possibilités d'action dans l'établissement, les procédures comme telles. Donc, qu'est-ce que le soutien finalement? Donc, on pourrait dégager, tu sais, que le soutien dans l'accompagnement des trajectoires de signalement,
viserait dans le fond à ce que les personnes victimes perçoivent ou ressentent moins de répercussions négatives ou des coûts qui sont associés au fait de dévoiler ou de signaler à l'institution. Et au contraire, voient plutôt plus d'avantages ou de bénéfices dans cette décision-là. Parce qu'on le voit avec les 3 trajectoires aussi, selon la réaction, selon les informations. Donc, la balance entre le coût, les bénéfices bouge au fur et à mesure que la personne a de l'information ou de la mauvaise information. Bref, donc on voit que le soutien, c'est d'aider à avoir un meilleur équilibre entre les coûts et les bénéfices pour les personnes victimes. Un autre élément qui émerge dans les résultats, c'est le soutien dont parlent les victimes n'est pas seulement celui des intervenants et intervenantes et du bureau d'intervention notamment. Ça peut sembler évident, mais je pense qu'il faut le ressouligner. Bon, il y a plusieurs ici, intervenants, intervenantes des bureaux d'intervention, donc vous avez un rôle central majeur, mais on voit que dans le parcours des personnes, évidemment, il y a une multitude d'autres personnes qui viennent soutenir ou au contraire nuire. Donc, aux personnes, bon, la première personne qui est mise au courant, c'est majoritairement une personne de confiance, un ami, professeur, un supérieur hiérarchique, tu sais. Donc, pas directement ou pas. La première étape est rarement, en fait, les bureaux d'intervention. Et aussi que la recherche d'informations passe par les réseaux moins formels, donc les associations, d'autres collègues, l'entourage. Donc, on voit que les personnes vraiment, dans leur parcours, ont une multitude de personnes qui sont impliquées. Alors ça, évidemment, ça m'emmène au 3e élément qui est que ces éléments-là pointent vers l'importance encore de la formation. On y revient toujours, mais on le voit à quel point la formation de l'ensemble de la communauté universitaire ou collégiale, hein, parce que ce qu'on dit aujourd'hui peut aussi très bien s'adresser au milieu collégial. Donc, des formations qui permettent à un plus grand nombre possible de personnes à la fois de consolider, je dirais, les attitudes ou le savoir-être, mais aussi vraiment de consolider le savoir et le savoir-faire, donc d'avoir des informations exactes, les services, les procédures. Je sais que c'est en renouvellement tout le temps, mais donc on voit de l'importance lorsque la personne n'a pas de bonnes connaissances, transmet des informations qui peuvent être erronées, qui peuvent nuire, etc. Donc, même si c'est fait de bonne foi, alors il y a vraiment cette importance-là, là, donc de faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes qui sont susceptibles de recevoir un signalement soient bien informées. Et finalement, bon, on est une chaire de recherche. Donc, le dernier point concerne une idée de projet provincial, toujours en collaboration avec l'ensemble des partenaires. Donc, parce que au-delà de tout ça, il reste ce qu'on ne sait pas encore, il y a beaucoup de choses, mais ce qu'on ne sait pas, c'est on en sait encore peu sur les situations lorsque les bureaux d'intervention sont informés, sont mobilisés dans les situations de signalement. On n'a pas de portrait quantitatif des situations qui sont traitées dans le cadre de l'application des mesures, des politiques institutionnelles. Donc, je pense qu'il y aurait comme un intérêt, une pertinence de colliger des données à l'ensemble du Québec pour avoir un portrait plus précis, pourrait répondre à des questions comme comment les services sont dispensés actuellement, quels sont vraiment les services et les accommodements, quel est le portrait évolutif aussi des demandes d'accompagnement effectuées, les différents services que vous leur offrez tout au cours du parcours, les délais réels. Bref, un paquet de questions pour vraiment être capable de capter dans la réalité et d'une manière transversale au Québec. Donc, vraiment pour répondre à la question comment ça se passe sur le terrain. Donc, voilà, c'est l'idée qui est lancée. Ce n'est pas la première fois qu'elle est lancée, mais les résultats nous amènent aussi à ce type de recommandations.
Donc voilà, avec l'heure aussi, on va clore maintenant. Donc, merci beaucoup là, de votre présence, puis votre indulgence pour le début technique